Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour la 3e édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce mercredi, visite du Premier ministre Ariel Henry au quartier général des Forces armées d'Haïti au Champ de Mars. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec le haut état-major de l'armée. Il s'agissait d'une rencontre visant à évaluer les besoins de l'armée pour faire face à l'insécurité que connaît actuellement le pays. Entre-temps, les manifestations anti-gouvernementales se multiplient dans plusieurs villes de province. Des manifestants ont défilé à Jérémie, à Petit-Gouave, au Caille et à Ouanamet, entre autres. Et puis plus de 50 juges certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire attendent leur nomination dans le système judiciaire. L'absence de ces derniers dans les tribunaux paralyse le fonctionnement du système judiciaire. Des précisions seront apportées par le juge Martel Jean-Claude. Donc, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry a effectué ce mercredi une visite au quartier général des Forces armées d'Haïti au Champ de Mars. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec le haut état-major de l'armée et selon une source digne de foi, il s'agissait d'une rencontre visant à évaluer les besoins de l'armée pour faire face à l'insécurité que connaît actuellement le pays. Le Premier ministre a également demandé aux militaires de se préparer à l'arrivée de la force internationale de sécurité en Haïti. Une autre rencontre est prévue avant la fin de la semaine. Le vendredi 26 janvier 2024, Guy Philippe, ancien chef rebelle, sera confronté à la justice du Nord-Est à la suite d'une plainte déposée par les membres du comité des petits planteurs de la région. Le parquet du tribunal de première instance de Fort-Liberté a convoqué M. Philippe en réponse aux allégations de vandalisme et de pillage formulées par l'association remontant à l'année 2004. L'accusation émanant du comité des petits planteurs du Nord-Est accuse Guy Philippe et son groupe armé d'avoir perpétré des actes répréhensibles dans les locaux de l'association. Dans le courant du mois de décembre dernier, les responsables de l'association avaient sollicité le commissaire du gouvernement de Fort-Liberté afin de mettre en marche l'action publique contre l'ex-chef rebelle. Et puis les manifestations antigouvernementales se multiplient dans plusieurs villes de province. Des manifestants ont défilé à Jérémie, à Petit-Gouave, au Caille et à Ouanamet. Selon notre correspondant à Jérémie, ce mercredi, il y a eu plusieurs blessés lors des échauffourées entre des partisans de Guy Philippe et d'autres proches du gouvernement. Les protestataires réclament le départ du Premier ministre Ariel Henry. De nombreux manifestants menacent de recourir à la violence dans ce qu'ils annoncent comme une nouvelle étape de la mobilisation. Pour la deuxième journée consécutive, une vive tension a régné ce mercredi dans le quartier de Solino. Des hommes lourdement armés venus du Bel-Air ont attaqué cette zone. Selon des informations disponibles, il y a eu des affrontements entre ces gangs et des policiers qui vivent à Solino. Ces agents de la police nationale essayent d'empêcher les criminels de prendre le contrôle de cette zone. Deux blindés de la police étaient sur place afin de contrecarrer l'action des bandits. L'absence des juges dans les tribunaux est l'une des causes du dysfonctionnement du système judiciaire, souligne l'association des professionnels magistrats, APM. Ce syndicat de juges alerte le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, sur l'urgence de nommer des magistrats dans les différentes juridictions du pays. Plus de 50 juges certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire attendent la nomination de la part du chef du gouvernement. Et pour en parler, le magistrat Martel Jean-Claude, président de l'association des professionnels magistrats, est avec nous via Zoom. Bonsoir magistrat et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, magistrat, la première chose, est-ce qu'il existe des délais spécifiques fixés par la loi quant à la nomination des juges? Non, il n'y a pas un délai qui est fixé pour que les juges soient nommés. Toutefois, un juge qui est en cours de mandat et qui aimerait voir son mandat renouvelé a un délai de 6 mois avant l'expiration du dit mandat pour adresser une correspondance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, lui demandant
d'enclencher le processus visant à renouveler son mandat. En parlant de renouvellement, vous nous dites que c'est au juge d'entreprendre cette démarche. Mais maintenant, quel est le rôle du gouvernement dans ce processus? Une fois que le juge sollicite du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sa nomination ou son renouvellement de mandat, le Conseil va étudier le dossier du magistrat et va décider est-ce qu'il y a lieu de solliciter cette nomination à l'endroit du pouvoir exécutif, qui est l'autorité de nomination et des juges. Et s'il estime que ce magistrat mérite de voir son mandat renouvelé, il adresse une correspondance à l'exécutif dans laquelle le CSPJ formule un avis favorable, ce qui va permettre à l'exécutif le droit de procéder à la nomination dont il s'agit. Alors, dans le cas de ces 50 juges, est-ce que toutes ces étapes ont été suivies? Qu'est-ce qu'il reste pour la nomination des juges? Qu'est-ce qui empêche la nomination de ces 50 juges? Parmi les 50 juges, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a des juges qui sont en fin de mandat ou dont le mandat est déjà expiré, qui ont sollicité leur renouvellement de mandat. Ici, une autre catégorie, ce sont des juges qui sont affectés au niveau des tribunaux de paix, qui ont été promus par le CSPJ pour être juges au niveau des tribunaux de première instance. Il y a une troisième catégorie, ce sont des greffiers qui travaillaient dans la juridiction. Ce sont certains avocats militants qui ont postulé pour intégrer la magistrature et qui ont bénéficié de l'avis favorable du CSPJ. C'est pour vous dire que l'exécutif a 3 catégories de nominations à effectuer. Depuis quelque temps, ces différentes listes lui ont été transmises jusqu'à date et aucune avancée significative n'a été faite, alors que nous savons que les juges sont préposés pour rendre la justice. La justice est un service public et comme tel, c'est l'exécutif qui a l'obligation de garantir l'accès à la justice à tous les citoyens. Et l'État haïtien est parti à plusieurs conventions sur le plan régional, sur le plan universel, dans lesquelles elle s'est engagée pour s'assurer que les citoyens qui sont en Haïti ou les étrangers qui sont sur notre sol bénéficient de l'accès à la justice qui est un droit fondamental. Alors, dans votre note, magistrat Jean-Claude, vous dénoncez le fait que dans certains tribunaux de première instance, dans près d'une dizaine, il y a une carence de juges, et notamment, vous dites, dans certaines, il n'y a qu'un seul juge. Combien de juges chaque tribunal de première instance, surtout, devrait avoir? Ça dépend évidemment de la taille de la juridiction, ça dépend du volume des dossiers qui sont portés par ce tribunal. Maintenant, si l'on prend la juridiction de Port-au-Prince et le TI de Port-au-Prince, évidemment, c'est le plus grand tribunal du pays qui a son sein une quarantaine, qui devrait avoir son sein une quarantaine de magistrats. Et on en a combien? Et pour certains tribunaux. Maintenant, et pour l'instant, nous n'avons qu'une dizaine, parce qu'entre-temps, il y a eu des magistrats qui ont laissé le pays, il y en a d'autres qui n'ont pas été certifiés. D'accord. Et ça réduit considérablement le nombre. Et sans oublier aussi, il y a certains aussi qui ont en fin de mandat ou d'autres qui ont déjà leur mandat expiré. Maintenant, si l'on prend d'autres juridictions, si l'on prend le tribunal de instance de Jacmel, qui a eu une juridiction moyenne, ce tribunal, en général, il avait associé environ 8 juges. Et pour l'instant, il n'a que 2 juges. L'un officie comme juge d'instruction, l'autre est à la fois juge et officie comme doyen. En principe, le doyen ne devrait pas, évidemment, il devrait avoir un doyen et un autre juge.
Or, comme le renouvellement des mandats tarde encore, et on a des juridictions qui ne disposent que d'un seul juge d'instruction, si l'on prend à Jérémy, le seul juge d'instruction qui existe au tribunal officie à la fois aussi comme doyen, ce qui est évidemment une chose anormale, mais la raison de cette anormalité, c'est que l'exécutif tarde à renouveler les mandats en dépit du fait que les magistrats concernés ont été certifiés et qu'ils ont bénéficié de l'avis favorable du CSJ. Alors, magistrat, outre le problème de la carence des juges, est-ce qu'il y a d'autres causes fondamentales empêchant le bon fonctionnement du système judiciaire aujourd'hui? Évidemment, les causes, elles sont nombreuses. Nous sommes dans une situation assez conjoncturelle, assez inédite. C'est pratiquement pour la première fois que l'on a autant de magistrats dont leur mandat est expiré. Et d'ici au début du mois de février, si rien n'est fait pour la fin du mois de janvier, le pire est à venir. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui rendent la justice quasi dysfonctionnelle. Si l'on prend, par exemple, au tribunal de puissance de Port-au-Prince, nous n'avons pas un local propre pouvant rendre la justice. Nous sommes logés au tribunal spécial du travail qui nous a permis de travailler le lundi, mercredi et vendredi. Pour les cabinets d'instruction, ils sont logés dans un bâtiment qui est la propriété de l'UCREF et voilà. Il y a d'autres problèmes structurels. Si l'on prend la question de manque de moyens que la justice fait face à cause du budget qui est insuffisant, il y a autant de problèmes. Donc vraiment, tant de problèmes dysfonctionnels. Tant de problèmes qui, malheureusement, empêchent la bonne marche du système judiciaire aujourd'hui. Oui, maintenant nous savons qu'il y a beaucoup de situations qui rendent la justice dysfonctionnelle. Et ce qui pouvait donner lieu, évidemment, à un débat et à plus long. Maintenant, présentement, nous sommes dans une situation où les tribunaux et les cours ne disposent pas d'actes de juge pour solutionner les litiges qui sont portés par devant eux. Vous savez que le droit d'accès à la justice est un droit fondamental et il est de la responsabilité du pouvoir exécutif de garantir ce droit comme l'État haïtien s'était engagé dans les différents instruments juridiques internationaux. La raison pour laquelle nous demandons au Premier ministre de faire en sorte que les magistrats qui bénéficient d'un avis favorable du CSPJ, soit pour une première nomination, soit pour une promotion ou pour un renouvellement de mandat, qu'ils les renouvellent au plus tard à la fin du mois de janvier, puisque sinon les tribunaux seront totalement dysfonctionnels et ce sont les justiciables qui vont malheureusement être impactés négativement par rapport à ce problème. Alors il est du devoir du gouvernement, du pouvoir, de garantir le droit d'accès à la justice. Merci infiniment, Martel Jean-Claude, le magistrat. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir et bonne soirée. Voilà, c'était avec nous le magistrat Martel Jean-Claude, président de l'Association des professionnels magistrats. Avec lui, nous avions parlé du dysfonctionnement du système judiciaire. En République voisine, les sondages prédisent une victoire nette du président Luis Abinader lors des prochaines élections en République dominicaine. De plus, sa formation politique, Parti révolutionnaire moderne, peut décrocher la majorité des sièges au Parlement. La campagne électorale se déroule dans le calme, affirme le correspondant de Métropole, Jean-Michel Carrois. Selon lui, Abinader est un conservateur qui bénéficie de l'appui des ultranationalistes dominicains. Les sondages avec des pincettes, néanmoins, il y a quand même 3 compagnies et sociétés d'enquête qui sont respectées ici, des compagnies internationales, et les 3 donnent une victoire assez nette, en tout cas un avantage net au président Luis Abinader, qui, comme vous le savez, se représente pour un 2e mandat de président de la République. Donc, selon ces 3 agences, Gallup, Greenberg, le président Abinader pourrait être réélu dès le premier tour
Alors il y a d'autres enquêtes, plus ou moins manipulées, plus ou moins fiables, qui donnent d'autres résultats. Et comme vous le disiez, il faut rester très prudent tant qu'on n'a pas la seule véritable enquête, c'est le jour du scrutin, le jour du vote. Et les choses peuvent encore évoluer, il y a encore des possibilités de changement, notamment le fait qu'il y ait cette élection en 2 temps. On va voir ce que donne le résultat des élections municipales. Et il y a des alliances qui ont été passées, des alliances entre le PLD, donc le Parti de la Libération dominicaine, et la FUPU, la Force du Peuple de Leonel Fernandez, qui, tout en étant divisés au niveau présidentiel, se sont alliés dans certaines municipalités et pour certains postes de sénateurs et de députés. Donc on va voir s'il y a un mouvement favorable, disons, à l'opposition au municipal, cela pourrait avoir une incidence sur le 19 mai, sur les présidentielles et les élections au Congrès, selon certains observateurs. Mais en tout cas, pour l'instant, au moment où je vous parle, tous les sondages les plus sérieux annoncent donc une victoire du parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire moderne du président Luis Abinader. La crise à laquelle vous faites allusion, le canal, a évidemment été un moment bas, et je pense que il a été poussé par un certain nombre de conseillers dans cette voie en lui disant que, comme dans beaucoup de pays, on voit l'anti-migrant, l'anti-haïtianisme en l'occurrence, favorise les sondages auprès de certaines couches de la population dominicaine. Mais je pense que cette page est en partie tournée. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu une rencontre entre les ministres des Relations extérieures des 2 pays, sous l'égide de l'OEA à Washington. Les opérations commerciales ont repris plus ou moins, avec plus ou moins de dynamisme dans les marchés binationaux. Je crois que le président Abinader s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur, qu'il était allé trop vite en besogne sur cette affaire. Et ce n'est pas le dossier le plus important ici. Le dossier le plus important, comme dans beaucoup de pays, c'est évidemment l'économie, l'inflation. Et le gouvernement du président Abinader, surtout la Banque centrale, réussit à maintenir l'inflation assez bien contrôlée en subventionnant notamment le prix des carburants, de l'essence. Et puis le grand cheval de bataille de Luis Abinader contre ses opposants, c'est la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Vous savez que le Parti de la Libération dominicaine, qui avait été au pouvoir pendant 20 ans, aussi bien Leonel Fernandez que Danilo Medina comme président, avait été, il y avait eu un débordement de la corruption absolument extraordinaire. Et Luis Abinader est arrivé au pouvoir sur ce dossier, finalement, grâce à la Marche verte, une grande mobilisation citoyenne, et il continue à brandir cet étendard donc de l'anticorruption, de la lutte contre l'impunité. Et je dirais que c'est un sujet, en tout cas, beaucoup plus visible. On a parlé jusqu'à présent très peu du dossier haïtien et de cette crise du canal que le président Abinader essaye de mettre derrière lui. Donc, certes, en Haïti, ça reste un sujet brûlant, mais ici, ça l'est beaucoup moins. Autre information, le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec l'UNESCO, a organisé 3 journées d'ateliers dédiés aux statistiques de l'éducation en Haïti. L'objectif principal est de favoriser un échange autour des approches les plus adéquates et innovantes visant à opérationnaliser la vision et les ambitions du ministère de l'Éducation nationale. Suivez ce reportage de Rodolphe Yarly. Le dernier recensement du ministère de l'Éducation nationale a eu lieu en l'année 2015. Environ 8 ans plus tard, l'institution veut définitivement informatiser ses services afin d'être plus efficace à travers une base de données. Un projet qui bénéficie de l'appui technique de l'UNESCO, selon le représentant en Haïti, Kadim Silla. Mettre en place un système d'information puissant, fiable, performant, qui réponde aux attentes, en tout cas du ministère, aussi de tous les partenaires. Et donc, comme l'ont dit les différents intervenants,
on ne peut pas efficacement piloter un système éducatif sans disposer d'informations fiables. Or, à ce niveau, le pays rencontre pas mal de difficultés. Et avec l'initiative du ministre, il y a eu des acquis, il y a eu un travail assez important qui a été fait. Et donc, cet atelier vise à consolider les acquis et à voir comment on peut accélérer la cadence pour, d'ici la fin de l'année, que le ministère puisse disposer de ce qu'on appelle les 3 registres, le registre élève, le registre école et le registre enseignant. Cette initiative se déroule autour de 3 journées d'ateliers avec des enseignants, des directeurs d'établissements scolaires et universitaires, y compris des partenaires internationaux. Les données là sont d'abord mobilisées pour pouvoir gérer le système et pour pouvoir piloter le système, mais également il y aura des informations qui sont accessibles au grand public, notamment les indicateurs qui vont être produits à partir de ces données-là. Bon nombre de ces indicateurs seront accessibles à tous les usagers du système éducatif. Du côté du MENFP, le représentant estime que c'est un grand pas franchi dans le système éducatif haïtien. Je dis là, il y a un élève qui termine avec études classiques, quel que soit côté lié, depuis qu'il y a Internet, il est capable de monter ce système-là pour faire des demandes en ligne de certificats, attestations, relevé de notes, etc. Il vient. Maintenant, le ministère a développé cette dynamique pour éviter que Timounio n'a monté descendre toute la journée dans la rue, à faire fou la des documents normalement en direction technique. Ça, c'est une innovation. Grâce à un appui de l'UNESCO, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend rendre beaucoup plus efficaces ces services grâce à une base de données qui sera mise à la disposition des membres de la population, d'abord pour les écoliers, les écoles et ensuite les enseignants. Cette décision sera effective, alors cette base de données sera effective d'ici la fin de l'année 2024 selon le représentant de l'UNESCO et celui du MENFP. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Lancement officiel ce mercredi du projet baptisé « Renforcer les systèmes circulaires pour un avenir durable en Haïti », une initiative de la Fondation Coca-Cola en collaboration avec la Fondation panaméricaine de développement qui vise à protéger l'environnement. Selon Lionel Isaac, responsable de programme au niveau de la PADF, il sera question de renforcer les systèmes circulaires dans la chaîne de valeur du recyclage dans le pays. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. La Fondation panaméricaine de développement et Coca-Cola s'engage à lutter contre les déchets plastiques en Haïti en les recyclant à d'autres fins utiles. Le directeur de projet de la PADF explique. Nous parlons de système circulaire, c'est faire en sorte que produit ça, les river en phase côté que les pas jamais river en point que c'est jeté. Donc ça veut toujours vraiment une possibilité pour mettre le cycle de production qui peut permettre de valoriser au fur et à mesure. Donc produit ça pas jamais river au moment que nous besoin de jeter, et ça fait nous parler de recyclage circulaire, que nous parler de système circulaire. Des petites et moyennes entreprises qui emboîtent le pas dans le cadre de ce projet bénéficieront d'un appui technique et financier, indique le directeur de projet Lionel Isaac, en soulignant qu'il s'étend sur une période de 10 mois, soit du 24 janvier au 24 octobre 2024. Le projet, ça, nous ciblé particulièrement la zone métropolitaine, le Cap haïtien et le Sud. Donc particulièrement au niveau de la zone métropolitaine, le projet ça est capable de venir vraiment en synergie avec un projet beaucoup plus large que nous avons exécuté vraiment avec, qui est financé par l'USAID à travers BHA, Bureau de l'assistance humanitaire de l'USAID, qui vraiment a travaillé de concert avec les mairies de Tabar, les mairies de Cité-Soleil et de façon intégrée faire la gestion, si vous voulez, des déchets solides de la montagne vers la mer. La Fondation panaméricaine de développement, autrement dit la PADF, s'est engagée dans un projet de recyclage des matières plastiques en Haïti parce que selon certains responsables de cette institution, premièrement, ça peut réduire le taux d'insalubrité dans le pays et deuxièmement, ces matières peuvent être utilisées à d'autres fins. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une.
Visite ce mercredi du Premier ministre Ariel Henry au quartier général des Forces armées d'Haïti au Champ de Mars. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec le haut état-major de l'armée. Il s'agissait d'une rencontre visant à évaluer les besoins de l'armée pour faire face à l'insécurité que connaît actuellement le pays. Entre-temps, les manifestations anti-gouvernementales se multiplient dans plusieurs villes de province. Des manifestants ont défilé à Jérémie, à Petit-Gouave, au Caille et à Ouanamet, entre autres. Et puis plus de 50 juges certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire attendent leur nomination dans le système judiciaire. L'absence de ces derniers dans les tribunaux paralyse le fonctionnement du système judiciaire. Des précisions ont été apportées par le juge Martel Jean-Claude. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.